Bonsoir à tous. Mes excuses, il s'avère effectivement que Orictes, tu avais raison. Ça aurait dû être 14h, tel que c'était affiché, en tout cas sur Discord. C'est ma faute. Et c'est vrai que 14h en fait est plutôt l'horaire habituel pour les vidéos plus courtes. Et que celle-ci sera sans doute plus courte que les précédentes. Donc c'est vrai, mais oralement je me vois dire 21h, donc je sais pas, ça s'est gravé dans mon esprit de cette façon-là, mais tu fais bien, je ferai plus attention la prochaine fois. Bien, nous partons pour la croisade sur le Danube. Donc comme d'habitude, présentation de l'œuvre très rapidement. Donc l'auteur... salut Pierrot. L'auteur c'est Jean de Wavrin. Alors moi j'ai toujours envie de dire, vous m'entendrez peut-être dire Wavrin, mais il s'avère que ça se prononce bien Wavrin. Ça n'a pas de sens, mais bon c'est dans le Nord, alors c'est comme ça. Hein. Le livre fait 176 pages. La date de parution, alors il est paru en 2019, bien entendu. Ça ne correspond pas à la date d'écriture, puisqu'il est écrit plus ou moins entre 1450 et 1470. Disons le milieu dernier tiers du 15e, voilà. Et vous le trouvez au prix de 18€. Ce qui est assez cher, mais peu importe. Donc, commençons, comme habituellement, par une petite présentation de l'auteur. Vous avez ici le blason, alors je ne sais plus s'il appartient à la branche principale de la famille ou à une branche collatérale, à la limite, peu importe. Donc Jean de Wavrin, il est né aux alentours de 1400 et est décédé en 1475 environ. Il est le fils illégitime de Robert VII de Wavrin. Wavrin, effectivement, c'est pour ça sans doute que Pierre et Orictes sont présent en tant qu'auditeur. Wavrin, c'est une commune à quelques kilomètres au sud de l'île, sud-ouest si je ne me trompe pas de mémoire, vous me corrigerez si je me trompe, je ne suis pas du coin, fondée donc par cette noble famille aux alentours de l'an 1000. La maison de Wavrin, originaire donc de ce qui est à l'époque la Flandre romane, au sein du comté de Flandre, c'est l'une des plus anciennes de la région, puisque les premières mentions remontent à peu près au début du XIe. La famille sera une famille glorieuse sous le comté de Flandre indépendant. Elle a périclité à cette époque et elle est à l'heure qui nous occupe, à cette époque contemporaine de l'auteur, j'entends, et donc à l'heure qui nous occupe, en 1450 environ, elle est sous l'autorité du duc de Bourgogne. Son père, donc, Robert VII, il est sénéchal du comté de Flandre, qui est un titre familial quasiment, un titre séculaire et familial. Il est chambellan du duc de Bourgogne. Et lui-même, Jean, sera légitimé et fait chevalier par le duc Philippe le Bon, à l'époque, aux alentours de 1440, puis par Charles VII, le roi de France, quelques années plus tard. La vie de Jean de Wavrin, elle est à l'image de ce, disons, trouble 15e en Occident, à l'image du temps, comme j'ai dit, puisqu'il est tout jeune à Azincourt pour assister à la mort de son père et de son frère, enfin demi-frère en l'occurrence, puisqu'il est fils illégitime. Donc mort de son père et de son demi-frère du côté français, avant de passer lui du côté anglo-bourguignon et d'occuper une position importante à la cour bourguignonne, faisant œuvre autant de soldat, puisqu'il participe au triomphe anglo-bourguignon sur le roi de France à Verneuil et Cravant, carrière de soldat qu'il abandonne lorsque la Bourgogne se retourne contre les Anglais. Donc de soldats, comme beaucoup de gens de sa famille, de Wavrin, autant que de politiciens et d'ambassadeurs. Donc il est soldat et politicien, d'accord, il est seigneur de Forestel et de Fontaine, certes, c'est très bien, mais pas que, sinon nous n'aurions pas une image parfaite du noble gentilhomme du temps. Son œuvre d'écrivain n'est pas négligeable, puisqu'il est le premier auteur d'une histoire complète de l'Angleterre. Alors, une histoire pleine de défauts, bien entendu, délirante sous certains aspects aujourd'hui, mais la première. Il est donc homme de guerre et combattant, il participe à la guerre de 100 ans, on l'a dit, il participe à la deuxième croisade contre les Hussites. Il est aussi un homme de lettres qui contribue à la diffusion de nombreuses œuvres. Il est un des plus grands bibliophiles de son temps. Au point d'ailleurs qu'un enlumineur, je crois que il est anonyme, je crois pas qu'on connaisse son nom, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, mais a tellement travaillé pour lui qu'il sera nommé le maître de Wavrin,
Je vous mets ici le maître de Wavrin, connu pour son style assez particulier. C'est j'ai envie de dire presque, enfin c'est pas de la bande dessinée, mais on est sur autre chose que l'enluminure habituel. Et donc homme de cour aussi, au service anglo-bourguignon. Voilà, c'est un homme, un gentilhomme dans sa globalité du temps. Donc voilà pour l'auteur de cette courte chronique, la croisade sur le Danube, qu'on estime écrite, comme j'ai dit, entre 1460, 1470, 1450, enfin voilà, il n'y a pas de date certaine, ça se joue entre ces années-là. Jolie petite ville Wavrin, effectivement c'est possible, je ne connais pas du tout, mais il est fort probable que ce soit très joli si ça n'a pas été touché par le phénomène, on va dire, de cité dortoir, on pourrait dire ça, qui touche parfois certaines villes de proches banlieues. Donc venons-en maintenant au contexte de l'œuvre, contexte troublé, où vous voulez, au couchant, au levant, en occident, en orient, à droite, à gauche, au milieu, où est-ce que vous voulez, le contexte du temps est troublé. C'est un fait. Je vous mets la carte de l'Europe en 1444. Nous nous plaçons donc à l'heure des dernières lueurs de la croisade, entre Nicopolis, 1396, je vous le rappelle, et la chute de Constantinople, heure qui est celle, toujours très intéressante, de l'attente, de cette stupeur constante et de l'entre-deux. Et puis, heure bien connue des joueurs de repas universalistes, dont je fais pas vraiment partie, mais il me semble que ça commence en 1443 de mémoire. Les croisades s'achèvent, c'est la conquête d'un nouveau monde qui va s'ouvrir. Les nuages du Moyen-Âge classique chargent encore le ciel, mais déjà on a cette tempête qui se lève, ce Quattrocento italien qui sème, qui souffle sur les braises de la nouveauté, et bientôt c'est même un nouveau continent qui va émerger sur les cartes des différentes chancelleries. Et de l'autre côté, c'est bien 1444 le début d'Europa Universalis ? Ah ok, bon bah c'est, voilà. On est à cette date-là. Donc de l'autre côté, je croyais que c'était 1443, tu vois. Donc de l'autre côté, au Levant, les premières collisions du nouvel Occident chrétien, issu un petit peu, on n'y est pas encore, mais issu de presque la fin de la guerre de 100 ans. Donc première collision avec la tempête ottomane qui ont lieu dans les Balkans, jusqu'aux confins de ce qui est la Mitteleuropa, depuis un demi-siècle. Donc ce qui est un combat, j'allais dire inconscient, encore que c'est pas certain, mais pour dompter à son profit le sens de l'histoire. L'environnement général, c'est donc celui de la progression des Turcs dans les Balkans, de l'union des églises, proclamée en 1439, c'est le concile de Ferrare, de la disparition byzantine et des dernières années de la guerre de 100 ans. La guerre de 100 ans qui est bien entendu le conflit majeur qui tient en haleine l'Europe et qui détermine bien des alliances et des parcours personnels et nationaux, si l'on peut dire. Vous me permettrez ce raccourci. Vous avez ici Philippe le Bon. Nous sommes au moment où débute la chronique, en 1442, donc à la cour de Philippe le Bon, et les nouvelles de l'ambassadeur envoyé par Constantinople ne sont pas bonnes. C'est aussi là en aparté que l'on voit le travail diplomatique toujours constant et efficace de l'Empire romain d'Orient, talent acquis et conservé malgré la décrépitude du dit empire. On l'a dit, on le redira, de l'importance des bonnes habitudes en histoire. Elles se perdent, ou en tout cas en politique, elles se perdent rarement comme les mauvaises habitudes. L'Empire, malgré son état, reste capable d'en appeler à des alliances de revers, et Constantinople est toujours un nom qui est susceptible de mobiliser les énergies, alors que c'est l'avant-dernier empereur, Jean VIII, qui est sur le trône, et que l'Empire est au dernier stade de la crise territoriale, et même plus encore morale après l'union des églises. On a fait une tier list. On a fait une tier list assez ample sur tout ça, passons. Non, le bouquin ne parle pas de Nicopolis du tout. J'en suis désolé, ça va être difficile d'offrir une autre vie à des gens qui l'ont déjà vécu. Donc non, on ne parle pas de Nicopolis, on parle de Varna en l'occurrence. Ce qui est l'équivalent 50 ans plus tard, à peu de choses près. Donc, le bon duc Philippe de Bourgogne connaît bien la situation, puisque son envoyé a sillonné la zone. Alors, l'envoyé, c'est Bertrandon de la Brequère. Je crois qu'on peut lire son récit aux mêmes éditions. Je suis pas sûr, parce que ça fait partie des bouquins que je n'ai pas. En tout cas, il a été son envoyé au duc Philippe de Bourgogne, en Terre Sainte, pendant plus d'un an, en 1430 à peu près. Il s'est beaucoup mêlé à la population locale, il a rassemblé beaucoup d'informations en vue d'une éventuelle future croisade qui n'aura pas lieu.
Donc la porte est puissante, le duc le sait, et elle est surtout bien lointaine. Mais Philippe est un bon chrétien, il est donc profondément ennuyé. Que faire? Ah, ils sont édités chez Anacarsis aussi. Ok, ouais, bah voilà, ouais, je m'en doutais, je les ai vus, mais non, pas lus non plus. Ouais, moi pareil. J'en ai pas mal de leurs éditions, mais j'ai pas celui-ci. Donc le duc, il lui faut tout de même tenir son rang. Et qui sait, peut-être le nouveau roi de Hongrie, qui est aussi le jeune roi de Pologne, donc Ladislas III en Pologne, Vladislas Ier de Hongrie, pour la Hongrie, peut-être qu'il saura triompher du Turc. Le père du duc lui-même, Jean sans peur, n'est-il pas combattu bravement à Nicopolis avant d'être fait prisonnier, perdant la liberté et gagnant un surnom? Donc on armera une flotte au secours de la croisade. Le bon duc est déjà en train de faire construire des bateaux en Provence, et Venise saura bien lui prêter quelques galères. En tout, on aura une dizaine de navires qui pourront être envoyés, et ce sera Valran de Wavrin, j'ai encore envie de dire Vavrin. Et d'un autre côté, on dit Valran et on dit Wavrin, ça n'a aucun putain de sens. Mais il n'empêche que ce sera Valran de Wavrin, qui est le neveu de notre chroniqueur, qui sera le chef de cette flotte. La croisade elle-même est proclamée par le Saint-Père le 1er janvier 1443, et elle commence par de nombreuses victoires chrétiennes, victoires chrétiennes, disons, ce sont des victoires chrétiennes, mais germano-hongroises principalement. Et les forces hongroises finissent par se replier après de durs combats dans les montagnes de Bulgarie. On semble avoir trouvé un modus vivendi avec les Ottomans, mais parce que ces combats finalement sont suffisants pour que... Excusez-moi, je lisais le chat en même temps. Oui, bah, j'imagine que c'est une question de prononciation flamande, hein, je me doute bien. Mais c'est pas que c'est pas logique si tu veux, mais c'est que dans la diction, c'est assez étrange de prononcer deux lettres d'une façon différente à la suite. Voilà, donc les combats qui ont été menés sont suffisants pour que le sultan Mourad II, sultan ottoman à l'époque, s'en inquiète et demande une paix qui sera assez favorable finalement aux chrétiens. C'est le légat du pape qui est sur place, le cardinal Cesarini, qui est furieux de la chose, qui va délivrer le roi Ladislas de son serment et qui proclame la reprise de la croisade. Alors bien entendu, comme à chaque fois, ou en tout cas très souvent en politique, l'hubris sera puni pour aller rapidement en besogne, et c'est une décision catastrophique en tout cas. Il n'empêche que du côté ottoman, les temps sont aussi troublés. Mourad II a renoncé au pouvoir après la paix qui a été signée avec les Hongrois et la mort de son fils aîné. Et il doit revenir à la tête de son armée en catastrophe après que Mehmed II, qui est monté sur le trône, lui en ait fait la demande, sans qu'on sache tellement qui est le chef alors entre les deux, entre le père et le fils. Et il devra d'ailleurs faire la même chose en 1446, peu de temps après une révolte des janissaires. La menace est donc réelle pour les Ottomans, qui sont certes extrêmement puissants, ils sont pas non plus dans une crise de régime, mais qui connaissent, on va dire, un certain flou dans le pouvoir. Voilà. Ça, c'est le contexte politique, si l'on peut dire, général du temps dans lequel se déroule l'œuvre. Mais alors qu'est-ce qu'elle raconte, cette œuvre? Jean de Wavrin met les mots sur l'équipée de son neveu Valran, donc capitaine général de la flotte du duc de Bourgogne, et chef de famille d'ailleurs, puisque Jean est certes son aîné, mais il n'est seulement qu'un bâtard légitimé. Et donc à son retour, le capitaine témoignera à son oncle, qui se servira de cette matière première pour en dresser la chronique. Toute la première partie de l'œuvre est en fait consacrée aux événements antérieurs à la croisade jusqu'à la défaite de Ladislas III. La flotte envoyée par les Bourguignons ne saura empêcher, pour diverses raisons, on y reviendra par la suite, elle ne saura empêcher les Turcs de traverser le Bosphore, et comme on le sait, le 10 novembre 1444, les troupes chrétiennes en infériorité numérique sont écrasées à Varna. Alors, le récit de la bataille de Varna par l'auteur, il n'est qu'une source parmi d'autres. La bataille en elle-même, c'est pas qu'elle a pas d'intérêt, mais c'est une redite des défaites du temps qui sont souvent ce qu'on connaît, c'est-à-dire la rançon de l'esprit, voire même de la névrose chevaleresque, et c'est ce pourquoi le roi Ladislas III, je cite l'auteur, tomba et eut la tête tranchée. Encore une fois, non pas que la bataille en elle-même fût inintéressante, mais ça n'est pas la matière du livre. Ce n'est pas le but premier, peut-être qu'un jour j'en reparlerai ou quelqu'un en reparlera, ça fait partie de ces batailles de la fin du Moyen-Âge, entre guillemets, qui se placent dans un contexte encore de croisade, donc on est dans cet entre-deux qui est toujours très intéressant. Il n'empêche que doit faire la flotte? C'est le sujet de la seconde partie de l'œuvre. La croisade sur le Danube, c'est la chronique d'une équipée grandiose et médiocre à la fois. En fait, ne sachant pas quoi faire et ayant besoin d'informations fiables après cette bataille,
on se décide à pénétrer la mer Noire et le Danube. On ne se gêne pas pour pratiquer la course en mer Noire, ce que l'auteur d'ailleurs ne tait pas, contre chrétiens comme contre musulmans d'ailleurs. L'Empire ottoman pratiquant l'esclavage, les biens comme les personnes de toutes origines sont vendables. Et Jean de Wavrin fait des aventures de son neveu qui choisit de poursuivre cette croisade, une épopée, on m'excusera le jeu de mots, une épopée en eau trouble. Très succinctement, alors ça c'est le Danube, et le trajet qui est suivi jusqu'à Nicopolis. Donc très succinctement, la flotte bourguignonne, donc une petite dizaine de galères tout au plus, encore une fois, faut pas s'imaginer une incroyable armada. Donc la flotte bourguignonne, accompagnée des forces du voïvode de Valachie, Mircea II, qui est le fils de Vlad II Dracul, qui est le frère de Vlad III Tépès, du coup, remonte le fleuve donc jusqu'à Nicopolis. Elle y arrivera le 15 septembre 1445. Dans le détail du trajet, on attaque d'abord la forteresse de Silistra, qui est... alors je sais pas si on voit très bien, attendez, je vais essayer d'agrandir un petit peu la carte. Tac. Voilà. Donc on attaque d'abord la forteresse de Silistra, qui est la Trieste de la carte, qu'on ne peut pas prendre parce que les Turcs y sont trop nombreux, et ensuite on frappera les forteresses de Tutrakan, qui est Castelturcan sur la carte, et Giorgio, qui est Géorgie sur la carte. Ces deux forteresses sont prises par le feu et seront remises aux Valaques. Je vous ai mis, une reproduction de la forteresse. On arrive ensuite à Nicopolis, où les armées hongroises sont présentes, et finalement le régent Jean Hunyadi refusera d'engager le combat en profondeur avec les Turcs après la terrible défaite précédente. Ils arrivent en septembre 1445, donc on est à peine un an après cette terrible défaite de Varna. Jean Hunyadi est familier des Turcs et connaît le danger à se laisser aspirer en territoire ennemi. Valran de Wavrin quitte donc le Danube avant qu'il soit pris par le gel, après l'avoir parcouru sur 400 km, et retourne à Constantinople, puis Venise, puis en Bourgogne, mettant un terme à une mission de 4 années, sans résultat réel autre que son témoignage. Alors justement, ce témoignage, quelle importance et quel intérêt, si l'on peut dire. Je me permets de boire un tout petit coup. Désolé. Alors littérairement, la chronique en elle-même n'a pas plus de qualité que d'autres œuvres du temps. On y retrouve un petit peu les mêmes effets, les mêmes fioritures, la même sécheresse selon les us et coutumes des contemporains, et parfois cette petite pointe de malice selon les standards du temps, de ce qui fait sourire à cette époque. C'est le cas par exemple quand les Bourguignons comme les Valaques tirent sur le même mur et pour différentes raisons vont se convaincre tous entre eux que la fente dans le mur s'agrandit alors qu'elle est présente depuis la construction de la forteresse. Vous savez que c'est ce genre d'effets qui sont utilisés dans les chroniques du temps pour décrire différentes émotions. On entre avec la vision candide du chroniqueur dans le monde trouble des Balkans. Le regard se veut précis, le regard se veut honnête, mais il n'empêche que la méconnaissance est réelle. À sa décharge, Jean de Wavrin restitue le récit de son neveu, qui est entré lui dans un monde qui est très certainement, et même de façon certaine, tout court, un monde inconnu pour lui. Il ne maîtrise donc pas les noms, il ne maîtrise pas les titres, surtout turcs d'ailleurs, mais faisant œuvre d'historien, ce qu'il essaye de faire, ça aussi c'est un fait, il a surtout l'intérêt de nous transmettre la vision d'un érudit du temps par rapport à ce qu'il a vu et ce qu'il a fait. Ou plutôt entendu, puisque c'est ce que son neveu lui transmet. Donc dans cette histoire de croisade, le rapport de force reste pragmatique selon les intérêts de chacun, ce que l'auteur restitue sans ressentir de trouble par rapport à ça. Génois comme Vénitiens pratiquent une réelle politique qui ne semble pas vraiment choquer le chroniqueur, qui en tout cas restitue assez froidement le réel. Peut-être qu'effectivement c'est une question d'exercice du métier. Je le cite. Car les Génois, la nuit, faisant semblant d'aller pêcher, amenaient plusieurs grands navires aux Turcs dans un château bâti récemment, à une rivière coulant à cet endroit vers le détroit. Ce à quoi le seigneur de Wavrin et les Hongrois ne prêtaient pas attention, car les Génois feignaient d'être leurs amis. Lesquels, quand ils revenaient de la Turquie vers Constantinople, passant par cette armée, ne rapportaient que des balivernes et des mensonges.
Les Génois craignent tout simplement, d'un point de vue politique, pour la ville de Péra, hein, le quartier de Galata qui est en face de Constantinople, et pour leurs privilèges qui font de la mer Noire un espèce de lac intérieur, et une mer Noire qui est basculée sous domination ottomane. Les Vénitiens, eux par exemple, sur le trajet, vont refuser leur secours à Rhodes qui est assiégé par les Mamelouks, car ils s'entendent bien avec eux. Voilà. Donc au-dessus de la foi, il y a les affaires, il y a les intérêts, et à mon sens, c'est aussi là que l'on voit que le Stato d'Amar, vénitien comme génois, est entré dans les mœurs depuis bien longtemps, et est une composante politique à l'instar des autres, sans que l'on condamne réellement ce comportement, alors que c'est ce qui pouvait être fait, on va dire, 100 ou 200 ans en arrière. C'est déjà une forme de sécularisation politique profonde et d'acceptation de l'intérêt matériel qui est non plus intériorisé, mais qui est tout à fait extériorisé. Voilà. Alors rien de nouveau, me direz-vous, soit, mais c'est toujours une expression bienvenue dans les chroniques de cet état de fait accepté. Alors le récit est pro-bourguignon, bien sûr. Les bourguignons sont toujours les plus courageux, ils sont toujours les plus désintéressés, mais ça, j'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. C'est le cas par exemple lorsque sur le chemin on a une partie de la flotte qui fait un détour pour se porter, comme j'ai dit, au secours de Rhodes assiégé par les Mamelouks, et où, selon l'auteur, seuls les Bourguignons viennent donner leur vie pour la gloire et non pour l'argent. Voilà. C'est un récit du temps aussi, bien entendu, qui exalte les valeurs de la chevalerie, dans la droite ligne du Quattrocento, de la légende arthurienne, de tout ce que vous voulez. Écrire un livre de ce type à cette époque, ce genre de chronique bien connue, c'est aussi très clairement donner à un épisode une dimension qu'il ne mérite pas. C'est donner de l'éclat littéraire à une réalité qui peut être parfois beaucoup plus âpre. J'allais dire, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui de la propagande, hein, tout simplement, même si effectivement on peut en discuter des motifs, des diffusions, de l'impact, de tout ce qu'on veut. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la propagande bourguignonne, en l'espèce. Le livre convoque aussi l'imaginaire de son époque, à la façon par exemple des Almogavres, hein, de Ramon Muntaner, qui se déroule dans des circonstances à peu près similaires, mais 150 ans plus tôt, dont j'avais parlé dans une foire au livre. Peut-être qu'on en reparlera d'ailleurs un jour, parce que c'est un livre qui est très intéressant, et finalement rien n'a réellement changé en cette partie du monde entre 1300 et 1450, en tout cas pour l'Occident. C'est-à-dire que la Grèce, la Turquie, la mer Noire, ce sont toujours les terres des mythes et des héros, dont les croisés suivent la lignée, conférant un récit trivial, ou en tout cas une aventure triviale, cette aura de légende. Je le cite à nouveau. Il vogua tant qu'il arriva à l'île de Ténédos, un port autrefois occupé par les princes de Grèce partis pour assiéger Troie. Quand le seigneur de Wavrin sut que c'était le même port où les Grecs avaient débarqué, il demanda à certains qui connaissaient ces endroits si la grande cité de Troie était située loin de là. Alors vous trouvez ça parmi d'autres références aux Amazones, à Hercule, à qui vous voulez, hein. Toute cette terre, c'est encore celle de la mythologie, donc aventure mythique, mais force du temps, et comme les Almogavres, aventure aussi entre Dieu et diable. C'est exactement l'aventure de la compagnie catalane qui est toujours tiraillée entre le Dieu et les dieux. Et de la même façon, on note, même si je pense que personne ne sera surpris, que 150 ans après la fin des croisades au Moyen-Orient, 250 ans après la prise de Constantinople par la 4e croisade, 200 ans après les premières discussions sur l'union des églises qui sera finalement effective entre guillemets en 1439, le monde de l'Empire romain d'Orient, ou ce qu'il en reste, est toujours aussi mal connu, mal maîtrisé. Tiens, j'ai mis le concile de Ferrare en passant. Il est toujours aussi mal connu, mal maîtrisé, et il conduit toujours au même stéréotype. La méfiance n'a pas changé entre deux mondes toujours différents. C'est d'ailleurs la même chose du côté du monde turc pour l'Occident, mais l'émergence des bellicats, dont le bellicat ottoman, elle n'a pas plus de 150 ans. Ce monde-là est beaucoup plus étranger, ils ne partagent pas la même foi, ils ne partagent pas la même culture, ils ne partagent aucune langue, et donc cela peut se comprendre compte tenu de la vitesse de diffusion des connaissances du temps. Et on peut inverser le rapport, c'est-à-dire que les Turcs connaissent excessivement mal l'Occident chrétien. L'Occident, pas le monde des Balkans. Parce qu'en fait, les seuls, c'est ce qui ressort effectivement de la chronique, les seuls qui sont à l'aise dans ce monde, ce sont les habitants des marges balkaniques de la frontière des deux civilisations. C'est un peu moins vrai de Constantinople, qui, de par notamment l'héritage romain, qui commence d'ailleurs sa pleine vogue en Occident, nouvelle, et de par sa tradition plus ancrée diplomatique extérieure, il n'est que cet empire, ou ce qu'il en reste, très rarement surpris par les usages occidentaux.
Il n'empêche que on constate, et je crois que c'est une réalité de notre monde, hein, l'Occident est bien trop profus et le sera toujours pour parfaitement connaître l'altérité autrement que ponctuellement. Je crois qu'on a déjà assez à faire avec nous-mêmes pour connaître et maîtriser les autres. Il n'empêche que c'est souvent nous qui faisons ça pour autant. C'est un paradoxe assez intéressant. Enfin, cette chronique, c'est un récit des faits et de la réalité de la guerre du temps. Dans le trivial, hein, encore une fois, quid de l'information par exemple, qui est un élément fondamental d'un temps où l'on ne peut être sûr de rien. Est-ce que le roi de Hongrie est réellement mort dans cette bataille? Qui le sait? Est-ce qu'on est en paix ou en guerre? Est-ce qu'on a en face de nous un ami, un ennemi, un diplomate, un espion? On n'a absolument aucun moyen et aucune certitude quant à cela. Je cite le livre, et cette transmission de l'information, de la propagande et du mensonge. Je cite la chronique. Après ce retour, le légat, le roi et les états de ces pays tinrent un grand conseil entre eux et déclarèrent que le légat partirait de la cour de Hongrie et irait rapidement auprès de notre Saint-Père le pape. Dans tous les lieux traversés, il annoncerait les grandes victoires que lui et le roi avaient remportées sur les Turcs, mais il tairait les pertes des chrétiens dans les montagnes, contestant ceux qui en diraient quelque chose. Et d'ailleurs, la désinformation est tout aussi maîtrisée de l'autre côté. Je cite encore. Mais le Turc, par l'intermédiaire des Génois, savait tout de l'armée qui se préparait à Venise, qu'il craignait fort. Il fit courir la rumeur en Hongrie que l'armée était dispersée, et que notre Saint-Père et les Vénitiens ne pouvaient trouver d'accord, ce dont le roi de Hongrie était très préoccupé. Puis, après avoir fait courir ces rumeurs, le Turc envoya son ambassade au roi de Hongrie pour signer la paix avec lui. On voit donc que l'information est primordiale et sa circulation est un besoin. On le voit aussi par exemple quand les Bourguignons arrivent sur le Bosphore et se montrent tout à fait décontenancés d'apprendre que la Hongrie a conclu la paix avec le Turc, cette première paix dont j'ai parlé. On se demande presque si on doit repartir et c'est quasiment miraculeux quand un messager leur parvient pour leur apprendre que la paix a finalement été rompue et que la croisade reprend. On voit dans cette chronique la difficulté réelle, la difficulté quotidienne d'hommes qui doivent prendre des décisions sans information fiable pendant des mois, sans rien connaître de ce qui les entoure, sans rien connaître du monde, des hommes, de tout ce qu'ils ont autour d'eux. Jean de Wavrin ne t'aime pas non plus les prédations, hein, tout dans la chronique, comme d'ailleurs Ramon Muntaner. Tout n'est pas amour chevaleresque. Je le cite. À ce moment-là, advint un grand malheur entre les chrétiens issus de plusieurs nations. Ils se battirent pour les prisonniers. Le seigneur de Wavrin a eu beaucoup de difficultés à les apaiser et à les contenter, car lorsqu'il constata qu'il ne pouvait les empêcher de sortir leurs épées de tous côtés, il cria haut et fort de tuer tous les prisonniers, ce que firent volontiers ceux qui n'en avaient pas, entre les mains de ceux qui en avaient. L'usage du traducteur aussi dans ce monde-là peut sembler anecdotique, mais déjà témoigne de leur existence, donc derrière la réalité pragmatique du besoin de communiquer et de se faire comprendre, eh bien, l'existence d'un corps constitué capable de maîtriser les différentes langues des zones tampons, voire celles plus éloignées de l'Occident. Occident dont on ressent aussi dans la chronique, aussi est déjà, j'ai envie de dire, l'influence prépondérante. Le Turc est l'ennemi, le monde grec est englouti, terminé, et finalement la mythologie Europa regarde vers Rome, vers Paris, vers Dijon, voire même les Balkans, regarde vers Rome, Paris, Dijon, est-ce que vous voulez, et Londres, bref... Le centre du monde a basculé. Derrière l'histoire des livres, dans cette chronique, quelle est la réalité de la connaissance, de la logistique, de l'exercice de la croisade et de la vie? Alors, bien entendu, ne vous attendez pas à trouver la réponse à toutes les questions, mais simplement un apport. De la même façon, d'ailleurs, ça n'est pas un traité de navigation, mais on en apprend un peu sur le personnel, la logistique, la façon de naviguer, tout ça alors que l'on est à un demi-siècle finalement du voyage de Colomb. Et que il ressort de la chronique, très honnêtement, que l'on a plus l'impression que personne ne compte s'aventurer bien loin des côtes, et que, on a plus l'impression que personne ne va s'aventurer bien loin des côtes que d'être à la veille d'une traversée transatlantique. Alors, il y a effectivement sans doute une différence entre être bourguignon et être portugais en 1450 en termes de navigation. Il n'empêche que ce qui ressort de cette espèce de cabotage ne laisse pas penser qu'on va traverser un océan 50 ans plus tard. Et à l'inverse,
plutôt que ce que je ne pensais, entre guillemets. Il faut noter l'importance capitale de l'artillerie en ce milieu de 15e. Alors, on va me parler de je ne sais quelle bataille de Castillon ou que sais-je, et de l'importance primordiale de l'artillerie. C'est vrai, mais ça n'est pas la chose sur laquelle on met l'emphase en 1450. Or là, dans la chronique, elle est l'objet de tous les soins. Très souvent, on s'y réfère comme un élément fondamental, alors que ses effets sur le terrain semblent limités, puisque les châteaux sont très souvent pris à l'ancienne, par le feu notamment, qu'on met sous les fondations. Et en fait, l'artillerie a une immense dimension psychologique, comme arme de terreur, et comme mesure de puissance technologique et financière de celui qui la possède. Mais vraiment, c'est un fait majeur pour le chroniqueur, bien plus que ce que j'aurais pensé, alors que son résultat par ailleurs est quasiment toujours nul. Et puis, in fine, hein, même si vous n'apprenez rien, comme je l'ai déjà dit, lorsque l'on s'aventure hors de ses repères temporels ou spatiaux, on ramène toujours quelque chose avec nous. Voilà. À mon sens, la chronique met l'emphase sur la petite histoire, celle qu'on méconnaît complètement, parce que notre microscope ne peut pas descendre jusque-là. Quand on s'intéresse à un sujet, c'est très rare que l'on descende jusqu'à l'aventure personnelle, à moins d'être un spécialiste de la chose, du temps, du lieu. Et donc cette histoire que l'on méconnaît, très souvent, quelque part, elle est la plus vraie, elle est la plus saisissable, elle est la plus humaine, c'est-à-dire celle des personnes qui agissent et finalement finissent dans le néant, si ce n'est cette trace écrite qui subsiste, d'où son intérêt. Parce que sans ce témoignage écrit, bien, nous n'aurions jamais rien su. Donc c'est, au plus simple, un des nombreux témoignages à l'échelle de l'homme, d'un autre temps et d'un autre lieu. Le texte en lui-même n'est pas supérieur aux autres que produisent le temps, et sans doute que sans son thème un petit peu original, peut-être qu'il attendrait encore une parution au fin fond de quelques archives. Mais si vous avez envie de voyager un peu et que ce genre de chronique ne vous rebute pas, vous pouvez y aller, même si, bon, comme parfois, pas toujours d'ailleurs, mais comme parfois avec cette maison d'édition, ça peut être un peu, comme on dit trivialement, cher pour ce que c'est en termes de contenu et de nombre de pages. Vous payez un petit peu cher la page, mais si vous êtes sensible à ça et si vous aimez des aventures humaines en un autre temps, un autre lieu, c'est un témoignage intéressant de quelque chose qui a été sans intérêt, sans impact sur l'histoire, mais assez original, voilà, dans ce genre de petites, ça ferait une excellente anecdote, voilà, historique, de promenade bourguignonne sur le Danube à cette époque-là, et il y a quand même des choses et des enseignements à en tirer en termes de mentalité du temps, en termes de connaissance de la pensée humaine et des pratiques humaines de la guerre à cette époque, voilà. Bien comme d'habitude, je termine avec une phrase et une note, hein, comme je vous avais dit, c'est un petit peu plus court que les précédents, mais je suis aussi tributaire du contenu, c'est-à-dire que mon but est de transmettre rien de plus et de divertir un petit peu, pas forcément d'analyser tous les tenants et aboutissants et toutes les caractéristiques psychologiques, philosophiques ou ce que vous voulez, c'est toujours transmettre. Donc fatalement, plus le livre est court, plus la restitution, à moins de citer abondamment, sera courte elle aussi, ça paraît logique. Et il est plus facile de résumer finalement 800 pages en 40 minutes que d'essayer d'étirer 175 pages en la même durée. Voilà. Donc la note, fatalement la note sera la croisière s'amuse sur 10, hein, j'étais obligé. Et puis donc une petite phrase pour finir, ce sera, je cite, « Quand on fait d'un prêtre un chef de guerre, cela ne peut bien finir. » Voilà la leçon que nous apprend Jean de Wavrin, leçon qui n'a pas d'intérêt actuel, à vrai dire, ça m'étonnerait que ça arrive sous peu, mais il n'empêche que c'était son opinion de chroniqueur du temps. Voilà pour ce soir, nous en avons fini de cette croisade sur le Danube. Encore une fois, prenez le contenu, alors au-delà de ma vidéo, surtout le contenu du livre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une aventure humaine sur le Danube, en plein milieu du XVe siècle, par des Bourguignons. Le texte n'est pas exceptionnel en termes de qualité littéraire, il ne raconte pas une aventure absolument épique que vous pourrez partager dans vos dîners familiaux et amicaux, mais les éditions Anacarsis publient toujours des textes très intéressants. Toujours un petit peu, très souvent un petit peu cher, mais toujours très intéressant pour mieux connaître une époque.
Voilà pour nous. La suite du programme, permettez-moi de l'évoquer rapidement. Nous aurons un mois d'avril assez chargé. Pas forcément la semaine prochaine, puisque mercredi on se retrouve à 21h30 pour du GeoGuessr. Normalement, on aura un certain nombre de présents, ça devrait être assez sympathique comme d'habitude. Nous essayerons de jouter avec ce diable d'Orictès et ses points cardinaux indonésiens. Vendredi, on continue la partie sur Crusader Kings 2. Et dimanche, nous entamons un court cycle russe. Je sais qu'au début j'ai fonctionné par cycle, 1, 2, 3, je crois qu'après on passera sur un cycle italien, mais nous entamons un court cycle russe avec Oblomov de Goncharov. Texte très intéressant. Ça va être assez sympathique à restituer, j'ai hâte. C'est un livre que j'apprécie beaucoup, souffrant moi-même d'Oblomov China. Et on va avoir un mois assez chargé puisqu'on aura une réception. Pierre viendra nous parler de Solzhenitsyn, ce qui se place assez bien dans ce petit cycle russe, donc ça tombait plutôt bien. Et puis on aura aussi une vidéo historique en fin de mois, ça faisait longtemps, tous les 3 mois comme d'habitude. J'y reviendrai sur la comment dirais-je, le caractère temporel des travaux, peut-être qu'il sera un petit peu bouleversé. Je pense que j'ai une capacité de travail encore supérieure, donc je devrais être en mesure de faire un petit peu plus. Donc voilà, on aura un mois d'avril assez chargé, on aura la tier list aussi bientôt qui arrivera, enfin tier list, dans la série des tier list, ça n'est pas vraiment une tier list, mais sur les livres historiques, les livres d'histoire, après avoir fait les livres de littérature. N'hésitez pas encore une fois à venir. Pour le moment, il y a certitude sur la présence de Vaito et Skiros, mais comme nous présentons seulement 5 livres historiques, livres d'histoire, pardon, n'hésitez pas, hein, il y a encore de la place pour 1 ou 2 personnes. Je sais pas si... non, Orictès viendra pas, il est pas disponible, je sais pas si Dargos veut venir, mais voilà, n'hésitez pas à participer. Plus on est de participants, plus on partage. Encore une fois, le but étant de partager aux autres nos lectures. Peut-être qu'il peut y avoir des choses intéressantes. Encore une fois, l'intérêt est tout entier concentré dans cette chose-là. Le fait d'avoir pu toucher ou d'avoir pu partager avec une personne, c'est déjà un bon travail qui a été fait. Donc voilà pour nous, voilà pour le programme de cette semaine. Programme un petit peu, encore une fois, trop orienté gaming malheureusement, mais on fait avec ce qu'on a, et je sais que Pierre m'a proposé de passer, il aurait pu passer mercredi, mais ayant proposé GeoGuessr, je ne voulais pas cochon qui s'en dédie, voilà. Donc je le remercie encore une fois, et ça vit aussi grâce à vous. Donc voilà pour ce soir. Je dis merci à ceux qui m'ont écouté et ceux qui m'écouteront. On se retrouve mercredi 21h30, n'hésitez pas pour GeoGuessr. Et moi je vous souhaite d'ici là un excellent début de semaine. Et puis à mercredi.